bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de finir le cours de thermochimie. D'abord, rappel sur les chapitres précédents. Quelques définitions. Fraction molaire XI, c'est NI sur N total. Densité d'un gaz D, c'est M sur 29. Densité d'un liquide ou d'un solide. D, c'est ρ liquide ou ρ solide sur l'eau. Et l'avancement d'une réaction XI, dNi est égal à nu dxi. D'accord, nu c'est le coefficient stéchiométrique. Après, on va définir ce qu'on appelle l'état standard. L'état standard, lorsqu'on travaille à la pression P est égale 1 bar, et quelle que soit la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'état standard pour la température. C'est seulement pour la pression. Donc P est égal P0 1 bar, quelle que soit la température. Et on va travailler avec la phase thermodynamique stable à température T. Le symbole 0 qui existe ici à l'exposant définit qu'on travaille à l'état standard. On continue les définitions. L'opérateur de Lewis, c'est delta R, delta indice R, pour une grandeur. C'est la dérivée de cette grandeur par rapport à TP. Quelques exemples. Pour la fonction enthalpie H, delta RH, c'est d rond H sur d rond CATP qui est égal à la somme sur 1 I HMI. Le HMI, c'est l'enthalpie molaire des constituants. La même chose, delta N gaz, c'est la somme sur 1 I gaz. Et delta RH, c'est delta RU plus RT, la somme sur 1 U gaz. Donc ça, c'est la relation qui lie delta RH et delta RU. Et comme on a déjà parlé, d'accord de ça, dans ce cours, on va travailler essentiellement avec la fonction H, ça veut dire pour un réacteur monotherme monobar. Les lois de Hess. Donc, loi de Hess à l'état standard. Donc, pour la fonction H, delta indice R à 0T, c'est la somme sur 1 U delta formation à 0I. Donc, les delta formations pour chaque composant, ce sont des valeurs tabulées, ça veut dire qu'elles sont données. Delta R, ça veut dire que ça c'est une grandeur de la réaction à la température T. Et les delta formations à la même température T. La même chose, d'accord. Deuxième loi de Hess pour l'entropie. Delta RS, c'est la somme sur 1 I, l'entropie molaire à la température T. Et la même chose pour l'enthalpie libre, c'est la fonction G. Delta RG, c'est la somme sur 1 GMI. Le G molaire I, d'accord, ça c'est mu I0, elle est appelée le potentiel chimique standard, ne dépend que de la température. Donc le potentiel chimique, c'est l'enthalpie libre molaire. Les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, ça veut dire on va étudier l'influence de la température sur une grandeur de la réaction. Par exemple, pour la fonction H. D'accord? Donc, d delta R à 0 sur dt, c'est la somme sur 1 ici PMI. Donc, pour déduire delta R à 0 en température T2, il suffit d'intégrer. D'accord? Donc, pour trouver delta R à 0 T2, il suffit d'intégrer entre T1 et T2 à condition qu'il n'y a pas changement d'état dans l'intervalle T1 T2. Sinon, on construit un cycle. Ça veut dire que, parce que s'il y a changement d'état, donc le CP, les valeurs de CP varient. Par exemple, CP d'un constituant liquide est différent de CP du constituant gazeux. D'accord? Donc, la même chose pour l'entropie. Donc, deuxième loi de Kirchhoff, d'accord, D de delta R à 0 sur dt, c'est la somme sur I, c'est PMI, T. Autre chose,
on doit faire attention lors de l'application numérique. Les CP et les SMI sont toujours kV moins 1 mol moins 1 alors que delta formation à 0 sont en kilojoules. Parfois, pour certaines réactions, lorsqu'on veut déterminer delta R à 0, on ne peut pas appliquer directement les lois de Hess. D'accord. Dans ce cas, on pense toujours à construire un cycle fermé. Donc, on a besoin de quelques définitions pour pouvoir tracer ce cycle. Première définition, c'est l'énergie d'ionisation. D'accord. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir pour qu'un atome à l'état gazeux perde un électron. Donc ça, c'est pour un atome. Donc, le delta R à 0 de cette réaction est égal à Na fois E fois EI. EI, l'énergie de l'ionisation en électrovolts. On multiplie par E pour le rendre en joules. Et multiplié par Na, c'est pour une mole. D'accord, on a une mole. Deuxième définition, c'est l'énergie dissociation. D'accord, l'énergie pour rompre cette liaison AB. Donc delta R à 0, c'est l'énergie dissociation. Aussi, donc l'attachement électronique. L'attachement électronique, c'est l'énergie qu'il faut pour qu'un atome à l'état gazeux capte un électron. Delta S0, c'est moins l'affinité électronique. Autre définition, l'énergie réticulaire. Donc, supposons qu'on a un solide, exemple un cristal, qui se transforme en ion à l'état gazeux. Donc, l'énergie nécessaire pour avoir cette réaction. Donc, l'énergie, c'est delta R à 0 qui est égal à E réticulaire. Et l'autre définition, c'est la température de flamme. Supposons qu'on a une réaction. Les réactifs sont à la température TI. En fin de réaction, on peut se trouver avec une température TF différente de TI. Lors de la réaction, la température varie d'une manière inconnue. Donc on ne peut pas déduire la température finale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelques hypothèses. On va supposer que cette transformation elle est adiabatique. Réaction rapide. Donc la chaleur ne trouve pas le temps pour se propager. Donc on peut considérer que transformation elle est adiabatique. Sous pression constante. Donc supposons qu'on a une réaction sous pression atmosphérique. Donc on peut considérer qu'un pic cellulaire constant. D'accord. Et dans ce cas, on aura delta H, donc delta H qui est égal à la chaleur échangée, puisqu'on travaille à pression constante, c'est égal à 0, sur adiabatique, est égal à xi delta R à 0 à la température TI, donc ça c'est delta TI, puis l'intégrale de TI jusqu'à TF, la somme sur I, NI, CPMI, DT. Ici, on somme les CP molaires des produits, plus les réactifs, c'est le reste. Mais à condition, on doit faire attention ici, les CPM sont pondérés par un coefficient stéchiométrique qui est positif. Ça veut dire que ce n'est pas le delta RCP, mais c'est la somme du NI CP, donc ici le coefficient est toujours positif. À la fin, on va trouver ici une équation en TF, deuxième degré au troisième degré. On peut déduire la valeur de TF appelée température de flamme. Remarque, d'accord. Pour une réaction, si on trouve que delta R à 0 est égal à 0, on dit que cette réaction elle est athermique. Ça veut dire qu'il ne donne pas de la chaleur, il n'absorbe pas de la chaleur. Exemple, c'est la réaction d'estérification. Delta R à 0 positif, c'est une réaction qui absorbe la chaleur, on dit que c'est une réaction endothermique. Delta R à 0 négatif, c'est une réaction qui donne la chaleur au milieu extérieur, c'est une réaction exothermique. La même chose pour le signe de delta RS0. D'accord, delta RS0, s'il est positif, on dit que le désordre il augmente. Delta RS0 négatif, le désordre diminue. On va faire ici, delta RS0 et la somme nu gaz, ils ont le même signe. D'accord, donc si on trouve la somme nu gaz positive, donc delta RS0 est aussi positif.
conditions thermodynamiques, conditions cinétiques. Supposons qu'on a la réaction A dans C, d'accord? Pour que la réaction se déplace dans le sens 1, ça veut dire le sens direct, on doit avoir delta Rg0 négatif. Ça, c'est à l'état standard. Si on travaille à l'état standard. Donc, la condition thermodynamique delta R0 négatif est une condition nécessaire. Mais, il se peut que la réaction ne démarre pas blocage cinétique. Ça veut dire que si on a une réaction et on calcule delta Rg0, donc ça c'est, on travaille à l'état standard. Si on calcule delta Rg0, si la delta Rg0 elle est négative, on peut dire que réaction elle est possible dans le sens 1. Et elle est possible thermodynamiquement. D'accord. Mais il se peut que cette réaction ne démarre pas, on dit qu'il est lente ou il a un problème cinétique. Il est bloqué cinétiquement. Dans ce cas, on doit penser à K. K, c'est la constante des vitesses qui est définie par la loi d'Arrhenius. D'accord, A l'exponence égale moins A sur RT. Donc, pour augmenter la vitesse de la réaction, donc soit augmenter A, ça c'est le facteur de choc, soit diminuer l'énergie d'activation, ici on utilise un catalyseur, soit on doit augmenter la température. Et on connaît que pour augmenter la vitesse, on doit augmenter la température. Donc, K augmente, c'est T grand, A grand, c'est un facteur de choc, ou l'énergie A faible. L'énergie d'activation diminue par le choix d'un catalyseur. D'accord. On va voir plus tard que la température, ça c'est un facteur qui influe sur l'évolution de la réaction, mais c'est un facteur cinétique, et tout le monde indique en même temps. Parfois, le facteur cinétique donne résultant en contradiction avec le facteur démolérique. On aura dans ce cas un compromis, on va voir ça plus tard. On arrive maintenant à la dernière partie du cours de thermochimie, c'est la variance V. C'est quoi la variance? La définition. La variance, c'est le nombre de paramètres intensifs, indépendants, que l'expérimentateur peut choisir pour déterminer complètement l'état du système. Donc la variance, c'est le nombre de paramètres intensifs, d'accord, qui sont indépendants, d'accord. La relation du Gibbs. La relation du Gibbs, V, ça la variance, est égale à C, nombre de constituants indépendants, plus ATP. ATP, ça veut dire température et la pression. Donc, ce A, soit égal à 2, soit égal à 1, soit égal à 0. Donc, le A, c'est le nombre de coefficients TP. Moins phi, c'est le nombre de phases. C, c'est N moins K moins R. N, c'est le nombre de constituants de la réaction. Moins K, le nombre de réactions chimiques. Ça, c'est le nombre de relations supplémentaires. On va essayer d'expliquer ça plus tard. Donc, N, c'est le nombre de constituants. K, nombre d'équilibres. R, relation supplémentaire. Le A, il est égal à 0, 1 ou 2. Non. Donc, A est égal à 2. Ça veut dire T et P sont deux facteurs d'équilibre. Donc, A est égal à 2 si la somme nu gaz différente de 0. Dans ce cas, le P est un facteur d'équilibre, la pression. Et delta R à 0 différent de 0, T est un facteur d'équilibre. A est égal à 0 si la somme nu gaz est égale à 0 et delta R à 0 est égal à 0. Si la somme nu gaz est égale à 0, dans ce cas, la pression n'est pas un facteur d'équilibre. Et dans ce cas, ATP, c'est seulement AT est égal à 1. Donc la pression n'est pas un facteur d'équilibre. On va essayer d'appliquer ça sur un exemple. La réaction,
CaCO3 solide, dans CaO solide, CO2 gaz. D'abord, on commence par calculer la somme du nu gaz. La somme du gaz, elle est égale à 1. Il suffit de dire que c'est égal à 0. Il est différent de 0. Donc, 1 plus 0 moins 0. Donc, c'est égal à 1. Il est différent de 0. On va dire que A est égal à 2. Donc, commencez d'abord toujours par calculer la somme du gaz. S'il est différent de 0, A est égal à 2. Donc, A est égal à 2, ça veut dire le nombre de T et de P. 2. C, c'est N. Donc, N moins K moins R. Donc, N, 1, 2, 3. 3 constituants. Donc, on a dit donc 1, 2, 3. Même si ici, on a un coefficient stéréométrique, on dit 1, 2, 3. Pas la peine de multiplier par... Donc, on ne peut pas ne pas multiplier par le nombre de nombre ici stéréométrique. D'accord? Donc 1, 2, 3. 3. Moins 1, là c'est une réaction chimique. 0, on n'a pas de relation supplémentaire. On va expliquer ça plus tard. D'accord? Nombre de phases. Ici, phase gazeuse. D'accord? 1. Phase solide. 1 plus 1, ça veut dire ici. Si on a plusieurs gaz, phi est égal à 1. Si on a plusieurs solides, chaque solide est une phase. Donc 1 plus 1 est égal à 3. V est égal à 1. Ah, donc ici, on a V est égal à 1. Lorsqu'on demande de commenter le résultat, V est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin seulement d'un seul paramètre, pour déterminer l'état du système. Ici, on a A est égal à 2. Ça veut dire que P et T sont deux facteurs d'équilibre. Puisque V est égal à 1, on va dire que P et T sont liés par une relation. Donc, on a besoin d'un seul facteur d'équilibre. Par exemple, on peut prendre la température seulement. Donc, si on connaît la température, on peut déterminer l'état complet du système. Ça, ressemble un peu du nombre de degrés de liberté. Lorsqu'on dit qu'on a plusieurs paramètres, moins nombre de relations entre ces paramètres. Donc, finalement, on trouve 2 ou 3 paramètres indépendants. On dit que ça, c'est le nombre de degrés de liberté. C'est à peu près la même chose, d'accord? Donc ici, si on écrit la constante d'équilibre de cette réaction, K est égal à PCE2 sur P. Donc, un autre exemple pour calculer la variance. De NH3 gaz donne N2 gaz de gaz. Le bilan de matière, on a N0 2 xi, xi, 3 xi. On commence par la somme du gaz. La somme du gaz, 3 plus 2 moins 2 est égal à 2. Donc, nu gaz est égal à 0. Donc, A est égal à 2 automatiquement. D'accord? N est égal à 3. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Même si on a des coefficients stéréométriques, donc N3. K, un équilibre, 1. D'accord. Maintenant, relation supplémentaire, on a R est égal à 1. Pourquoi? Donc, ici, dans le bilan, on a ici l'avancement xi, 3 xi. D'accord? Donc ici, lorsqu'on cherche la pression partielle de N2, la pression partielle de H2, on va trouver que la pression partielle de H2 est 3 fois la pression. Donc on a une relation supplémentaire, donc R est égal à 1. On doit faire attention, ici, xi, 3 xi, ce n'est pas une réaction supplémentaire. On doit faire attention ici à ça, d'accord? Ça c'est un gaz, ça c'est un gaz. Donc, on doit avoir ici une proportionnalité, mais ici on devrait avoir le même état physique. D'accord? Donc ici, 3 xi, xi, ici le même état physique, donc on a une relation supplémentaire. Donc pH2 est égal à 3, donc on doit ajouter ici 3, 3 PN2 fois 3. Donc V est égal à 2. Deuxième exemple, 2HI gaz et 2 gaz plus U gaz. La somme du gaz, donc 1 plus 1 moins 2, 0. La somme du gaz est égale à 0. P n'est pas un facteur d'équilibre, donc ATP est égal à A.
T est égal à 1. Et dans ce cas, V, c'est 3. 1, 2, 3. Moins 1, réaction chimique. Moins 1, relation supplémentaire. On a PI2 est égal à PH2. La même chose. Plus 1, moins 1 est égal à 1. Donc, V est égal à 1. Donc, ici, on a besoin d'un seul paramètre intensif pour connaître l'état complet du système. On va prendre la température. Déplacement d'équilibre ou rupture d'équilibre. La modification de l'un des paramètres d'équilibre, les autres étant fixés pour provoquer un déplacement d'équilibre. On atteint un nouvel état d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour ça qu'on a une réaction à l'équilibre à l'instant T1. Donc, xi final, c'est xi 1. Si on fait varier l'un des paramètres, l'un des facteurs d'équilibre, la réaction va se déplacer soit dans le sens 2, soit dans le sens 1. Ça veut dire qu'on va atteindre un nouvel état d'équilibre. Mais parfois, on aura une rupture d'équilibre. La déconstitution disparaît. Ça veut dire ici, parfois, on a une réaction à l'équilibre. L'état final, on a xi équilibre. Par exemple, si on fait varier la pression, mais la pression, elle est fixée de nature. Lorsqu'on fait varier la pression, la déconstitution de la réaction se disparaît. Ça veut dire qu'on n'aura pas un déplacement vers un autre, vers l'état d'équilibre. Dans ce cas, on aura un résumé. La modification de l'un des paramètres d'équilibre peut provoquer un déplacement d'équilibre ou une rupture d'équilibre. L'influence des facteurs d'équilibre. Donc, on va commencer par T. T est un facteur cinétique, qui aussi est un facteur thermodynamique. Maintenant, on va voir l'influence de T, l'influence de la température. Donc, T ici, c'est un facteur thermodynamique. Donc, l'influence de T, elle est régie par la loi de Van 't Hoff. La loi de Van 't Hoff. Si T augmente, les autres, bien sûr, sont fixes. Si T augmente, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique. Ça veut dire que si on a une réaction et on calcule delta R à 0, on trouve qu'il est positif. Si on augmente T, la réaction va se déplacer dans le sens direct, dans le sens 1. Ça veut dire pour augmenter le rendement. Mais si la réaction est là un delta R à 0 négatif, si on augmente T, la réaction se déplace dans le sens 2. On va diminuer le rendement. Et maintenant, il vice-versa. Si on diminue T, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique. La loi de Van 't Hoff est régie par la loi dlnk sur dt égale delta 0 sur RT carré. La même chose, elle est régie par la loi de Le Chatelier. Donc maintenant, si P augmente, l'équilibre se déplace dans le sens de la somme des gaz négative. Donc ici, on commence d'abord par calculer la somme des gaz de la réaction. Et vice-versa, si P diminue, ça c'est la pression totale, l'équilibre se déplace dans le sens de la somme des gaz positive. Donc, la loi de Van 't Hoff et la loi de Le Chatelier nous permet de prévoir le sens de déplacement de la réaction d'une manière qualitative. Maintenant, quantitativement. Maintenant, si on veut voir l'influence de XI. XI, c'est la fraction molaire de l'un des constituants. Maintenant, si on veut voir XI, comment on peut prévoir le sens du déplacement de la réaction? Dans ce cas, il suffit de calculer et différencier A. A, c'est l'affinité chimique. Déjà vu dans le cours, A, c'est moins delta RG. On différencie A en prenant XI comme variable, les autres sont fixes. Si DA positif, déplacement sens 1, DA négatif, sens 2. On peut faire la même chose pour P. Par exemple, si on ne veut pas appliquer la loi de Le Chatelier, on calcule D de A en prenant P comme variable. C'est DA positif, déplacement dans le sens 1 et le sens 2. Donc maintenant, on peut voir ça dans les exercices.